J'ai proposé le protocole PRF en l'an 2000. Il y a bientôt 20 ans, voire plus, que nous avons commencé à utiliser le PRF. Avec ce cours, vous allez pouvoir bénéficier de 20 ans d'expérience. 20 ans d'expérience clinique et 20 ans d'expérience scientifique. Personne d'autre ne peut vous proposer un tel recul. Je vais aussi vous présenter les toutes dernières innovations, celles de l'année 2020, et elles sont majeures. L'innovation, elle est possible seulement si on connaît bien le produit. Et vous comprenez que je suis le mieux placé pour, à chaque fois, apporter une amélioration au produit. Je vais aussi parler beaucoup des échecs. Des échecs du PRF, évidemment, mais on va aussi beaucoup aborder les échecs en général dans les cicatrisations osseuses et muqueuses. Quelles sont les attentes du chirurgien? La première est d'améliorer la cicatrisation des tissus et l'ostéo-intégration des implants et des biomatériaux. C'est aussi obtenir une stabilité à long terme, car c'est l'objectif d'un traitement, c'est que ce traitement dure longtemps. En résumé, c'est avoir des résultats prédictibles et reproductibles. La cicatrisation est un mécanisme naturel. On peut poser la question, qui en est responsable? Il y en a un seul, c'est le sang. Toujours le sang et rien que le sang. L'apport sanguin a un triple rôle. D'abord, il est nutritif. Le sang va apporter de l'oxygène, va amener de l'énergie, du glucose, des protéines, etc. Le sang va aussi apporter tous les éléments de la cicatrisation, à savoir les plaquettes, les leucocytes, mais aussi les cellules souches circulant dans le sang. Mais le sang a aussi un rôle spécifique, c'est que, à travers le caillot, il va apporter un biomatériau actif et on va voir cela très rapidement. Après une plaie vasculaire, il y a une hémorragie et cette hémorragie est suivie par la formation d'un caillot. Ce caillot joue le rôle de biomatériau actif. Voyons un petit peu comment cela se passe. Dans cette étude que nous avons publiée en 2015, on a voulu analyser comment se comportait un biomatériau lorsqu'il était mélangé tout simplement à du sang. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des praticiens quand ils utilisent un biomatériau, ils le mélangent avec le sang. Si on mélange le matériau avec du sang, bien on se rend compte que la vascularisation va être beaucoup plus importante lorsqu'on a ajouté du sang, que ce soit dans les premiers jours ou que ce soit au bout d'un mois. Donc le sang, le caillot a vraiment un rôle spécifique dans l'amélioration de la vascularisation. Quels sont les éléments figurés du sang? Il y a les globules rouges, il y a les leucocytes, il y a les plaquettes et il y a aussi les cellules souches. Car ces cellules souches, vous allez voir, on va apprendre à s'en servir. Les propriétés des plaquettes et des leucocytes, elles sont simples. Elles sont aussi de libérer des facteurs de croissance, que l'on appelle des cytokines. Pourquoi cytokines? Parce que ces molécules, ces protéines, vont pousser les cellules à faire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire ou qui est prévu, mais qui nécessitent une stimulation. Ces protéines jouent le rôle de signaux, permettant aux cellules d'agir à distance sur d'autres cellules pour en réguler l'activité et la fonction. Ces plaquettes contiennent des granules, que l'on appelle des granules alpha. Et ces granules contiennent une quantité importante de facteurs de croissance. Lorsque la coagulation démarre, ces plaquettes vont se dégranuler et vont libérer ces cytokines plaquettaires. Il est un détail très important à comprendre et à ne pas oublier. C'est que les plaquettes ne libèrent leurs facteurs de croissance qu'après
la période de coagulation. Et ça, c'est très important, et vous allez voir, on va y revenir. Les leucocytes. Les leucocytes, eux aussi, libèrent des facteurs de croissance. Mais ils libèrent ces facteurs de croissance pendant toute la phase inflammatoire, c'est-à-dire pendant toute la période de guérison. Ces cytokines plaquettaires, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont majoritairement angiogéniques. Quel est le rôle des facteurs de croissance? C'est d'induire une croissance cellulaire, d'induire une différenciation cellulaire et d'induire une angiogénèse rapide. Et c'est pour cela que ces facteurs de croissance jouent un rôle majeur dans la cicatrisation. Au niveau osseux, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Au niveau osseux, ces facteurs de croissance vont intervenir à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la phase inflammatoire de la formation osseuse. Également dans le recrutement cellulaire pour la formation osseuse. Ils vont également induire une différenciation, passage des cellules progénitrices aux ostéoblastes, et ils vont intervenir dans le remodelage osseux. Et c'est pour cela que ces facteurs jouent un rôle majeur dans la formation osseuse. Nous en avons besoin. En biologie, on peut dénombrer à peu près 150 facteurs de croissance. Ils sont nombreux, les noms ne nécessitent pas d'être retenus. On doit retenir quelques détails intéressants. Premièrement, c'est que l'angiogénèse est principalement dominée par l'action du VEGF. Donc ce facteur a donc une action très précise et fondamentale. En ce qui concerne la stimulation du chimiotactime, c'est-à-dire de faire bouger les cellules, ce sont les PDGF et les TGF qui sont responsables principalement de cette activité. Nous allons retenir un principe simple. Chaque facteur, chaque cytokine joue un rôle spécifique. Prenons l'exemple de l'alvéole. Après une extraction, nous constatons que l'alvéole se ferme spontanément. Elle ne se ferme pas par hasard. Elle se ferme car un facteur spécifique va induire cette fermeture, c'est le KGF. Ce KGF est responsable de la fermeture de l'alvéole. Mais si par hasard, ou je dirais par malheur, nous venons à être en déficit de KGF, que va-t-il se passer? La fermeture de l'alvéole est retardée, voire impossible. C'est ce qui se passe pendant les traitements au biphosphonate. Pendant les traitements au biphosphonate, il y a ce problème de la fermeture de l'alvéole. Et c'est comme ça que l'on va rencontrer une ostéonécrose. L'ostéonécrose démarre principalement après l'extraction, et parce que l'alvéole ne se ferme pas. 90% des ostéonécroses sont rencontrées après une extraction. Donc, vous comprenez que cette fermeture de l'alvéole va être un objectif principal. En 98, on va voir l'apparition des concentrés plaquettaires dont le concept est de centrifuger le sang total afin d'obtenir le taux des plaquettes disponibles, d'augmenter ces plaquettes. L'objectif est d'augmenter le taux de plaquettes disponibles. C'est Marx qui va proposer le PRP, la première technique, et ce prélèvement est réalisé avec un anticoagulant car, à cette époque, le sang est prélevé dans des poches en plastique. Revenons un petit peu à l'hémostase et aux différentes phases de la coagulation. Lorsqu'on a une plaie vasculaire, que se passe-t-il? Le sang s'écoule, mais tout de suite, le caillot s'organise grâce à l'adhésion des plaquettes. Et le caillot, c'est aussi la formation d'un caillot de fibrine. Du coup, les cytokines sont libérées, l'angiogénèse et la stimulation démarrent, et c'est comme ça que la cicatrisation est obtenue, grâce à la formation primaire du caillot. Et cette formation du caillot, c'est vraiment une étape fondamentale dans la cicatrisation. C'est pour cela qu'on parle souvent, il faut un caillot. Alors, si on veut obtenir la formation d'un caillot, c'est simple. Il va falloir
réaliser un prélèvement sans anticoagulant. C'est comme ça que j'ai proposé le protocole PRF. Le protocole PRF, c'est tout simplement prélever du sang, simplement, mais sans anticoagulant, centrifuger ces tubes de sang, et à la fin de la centrifugation, comme il n'y a pas d'anticoagulant, on va retrouver la présence d'un caillot. Le caillot, c'est ça le PRF. C'est un caillot dont la composition est simple. Il y a des plaquettes, il y a des leucocytes et il y a de la fibrine. C'est la particularité du PRF. Il y a des leucocytes aussi. Il existe à ce jour 3 types de concentrés plaquettaires. Le PRP, le PRGF et le PRF. Imaginons que nous prenons un donneur à qui on va retirer 3 tubes afin de les soumettre à un des 3 protocoles dont je viens de parler. Alors, un tube sera soumis au PRP, un tube au PRGF et un tube au PRF. On va pouvoir analyser les différences entre chaque produit. Premièrement, PRP, PRGF utilisent des anticoagulants et on peut dire que le PRGF est un PRP. Dans le PRP, il n'y a pas de fibrine. Et pour cause, il n'y a pas d'anticoagulant, il y a très peu de leucocytes parce que la vitesse de centrifugation est élevée. Dans le PRGF, il n'y a pas de fibrine, il y a un anticoagulant, mais également, le principe du PRGF, c'est de ne pas avoir de leucocytes, se privant des propriétés des leucocytes dont je vous ai parlé. Et dans le PRF, il y a de la fibrine puisqu'il n'y a pas d'anticoagulant, et il y a aussi un nombre non négligeable de leucocytes que nous arrivons à récupérer grâce à cette technique. Nous sommes en 2020 et que peut-on dire de l'évidence base? Pendant 10 ans, les publications ont été peu nombreuses, nous avons été actifs à ce niveau-là, mais le scepticisme régnait à l'époque. Et puis il y avait des problèmes médico-légaux de prélèvement de sang, de législation. Mais depuis 2010, on constate que les publications augmentent d'année en année. C'est-à-dire que l'intérêt croît sans arrêt, c'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui que si on considère le nombre de publications déjà parues au mois d'août, qui sont déjà 200, ça veut dire que à la fin de l'année, nous serons aux environs de 300. Alors cela confirme d'abord que le PRF intéresse beaucoup de monde, et cela confirme que le PRF n'est pas une mode. 20 ans après, il y a toujours de plus en plus d'utilisateurs et de plus en plus de publications. Comment on manipule ce caillot? On retire le caillot du tube, on sépare les globules rouges avec un instrument, en l'occurrence des ciseaux, et ensuite on place le caillot dans la PRF box. Vous voyez, on retire le caillot. S'il y a un caillot en plus, on le coupe. On gratte un petit peu le caillot rouge et ensuite on pose le caillot dans la box. On va recouvrir avec le plateau et fermer cette box et attendre quelques minutes. Après quelques minutes, qu'est-ce qui se passe? Quand on retire le plateau, on voit qu'on a 2 membranes de fibrine écrasées et on va pouvoir les manipuler avec notamment cet instrument que j'ai appelé le pad. Quelles sont les propriétés biologiques de la fibrine? Premièrement, c'est une matrice extracellulaire temporaire. Deuxièmement, c'est un réservoir de facteurs de croissance. Et troisièmement, nous n'allons jamais oublier que la néo-angiogénèse débute toujours, d'abord, dans la fibrine, dans le caillot. C'est dans le caillot que les néovaisseaux commencent à se multiplier. Alors cette fibrine, on dit que c'est une matrice extracellulaire. En effet, en migrant dans cette matrice, les cellules vont créer un nouveau tissu. C'est le principe majeur de la fibrine en tant que matrice. La fibrine est aussi un réservoir. Quand les plaquettes ont libéré leurs facteurs, quand les leucocytes ont libéré leurs facteurs, ces facteurs vont être libérés de manière lente et continue pendant plus de 7 jours. Et c'est la qualité principale du PRF, c'est de libérer pendant de très nombreux jours
ces facteurs de croissance et non pas en un seul jet comme dans le PRP. L'infusion lente d'ailleurs et continue de produits actifs, c'est le procédé le plus efficace. On les connaît, c'est l'irrigation goutte à goutte. C'est comme ça qu'on est le plus efficace dans l'irrigation. Quand en médecine on veut faire un traitement puissant, on utilise un traitement par perfusion intraveineuse. Ce n'est pas l'injection du produit, comme on dit, flash, qui donne le meilleur résultat, c'est l'injection de ce produit sur 24 heures qui donne les meilleurs résultats. Et c'est pour cela que le PRF, aujourd'hui, affiche les meilleures performances dans la stimulation des tissus, et notamment en chirurgie orale. C'est le lieu privilégié de la croissance des néovaisseaux, le caillot. Pourquoi? Parce que ce caillot a des propriétés viscoélastiques. Il y a la présence des facteurs de croissance libérés par la fibrine, par les plaquettes et les leucocytes. Et donc, grâce à ces propriétés, c'est toujours dans le caillot que les néovaisseaux démarrent. Et cela va avoir une incidence importante sur la vascularisation des greffes osseuses, où on va essayer de mettre dans la greffe de la fibrine afin d'accélérer la vascularisation de ces greffes. L'histoire a commencé en 2000, tout simplement, mais elle n'a pas commencé en dentisterie ou en chirurgie orale, elle a commencé dans mon unité de traitement de la douleur. Une patiente se présente à la consultation avec des plaies chroniques. Syndrome de Leigh, c'est un syndrome allergique aux antibiotiques qui fait que ça donne beaucoup de lésions dermatologiques et qui finissent par s'infecter. Ma première réaction est de dire à cette patiente « Je suis désolé, je ne suis pas spécialiste des plaies chroniques ». Et elle me répond « Je suis venu à vous car j'ai d'abord mal. Mon problème, c'est la douleur. Les plaies, je m'en accommode depuis plusieurs mois. Mais pouvez-vous m'aider à me soulager ?» Et là, je dois réfléchir rapidement. Je dois trouver une solution rapidement pour soulager cette patiente. Dans le domaine de la douleur, il y a une notion que l'on connaît très bien, nous spécialistes de la douleur, c'est que un des facteurs majeurs de la douleur, c'est l'ischémie. L'ischémie. Pourquoi? Dès qu'il y a un territoire ischémique, on ressent la douleur pour que, justement, on puisse intervenir et améliorer cet état de choses. Donc je me dis, si je veux améliorer cette patiente au niveau de la douleur, il faut que je trouve le moyen d'améliorer la vascularisation de cette plaie. Car elle a mal, car cette jambe est ischémique, et c'est pour ça qu'elle ne cicatrise pas. Le PRP est à la mode à cette époque, donc, mais je ne partage pas la méthode PRP. Et je me dis, il faut un caillot, car je sais que la cicatrisation, c'est d'abord un caillot. Et du coup, je vais centrifuger le sang de cette patiente sans mettre d'anticoagulant. Mais il y a deux questions préalables avant de démarrer le traitement. La première, c'est est-ce que je dois désinfecter la plaie? La réponse est non. Je ne désinfecte pas la plaie parce que je ne crois pas à la désinfection, à l'effet magique d'une désinfection d'une plaie, donc ça ne sert à rien. La deuxième question, c'est dois-je m'aider d'antibiotiques? À nouveau, la réponse est non. Pourquoi? Le site est ischémique, elle a déjà pris beaucoup d'antibiotiques et ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'arrivée des antibiotiques sur la plaie, puisque la plaie n'est pas bien vascularisée. Donc je décide de ne rien faire et uniquement d'apposer des caillots de fibrine sur la plaie, simplement. Et d'envelopper cette plaie avec du papier cellophane non stérile. Cette plaie va rester 4 jours avec ces caillots de PRF. 4 jours. Je vais répéter le traitement au bout de 4 jours, et donc je revois la patiente au bout de 8 jours. Au bout de 4 jours, j'ai pas pris la photo, mais ce que je sais déjà, c'est que en l'espace de 24 heures, les douleurs ont disparu. Elle n'a plus mal.
Donc, le traitement est efficace. Mais au bout de 8 jours, on constate que l'infection a quasiment guéri, alors qu'on n'a pas utilisé de médicaments. Cette infection a guéri car maintenant on peut voir sur la plaie, on peut voir de très nombreux vaisseaux, des milliers de vaisseaux. Et ce sont eux qui ont nettoyé la plaie. On a guéri car on a pu améliorer la vascularisation de cette plaie. Et 1 mois plus tard, comment est cette plaie? Elle a guéri. Certes, la guérison n'est pas parfaite, mais aujourd'hui, à ce jour, il n'y a plus d'infection, il n'y a plus de plaie, il n'y a plus de pansement, il n'y a plus rien. C'est un traitement que je vais renouveler rapidement car j'ai un ami médecin diabétique et qui est opéré pour une amputation car il a fait une ischémie des orteils et il va faire des complications classiques que l'on connaît chez le diabétique, c'est-à-dire infection, ouverture de plaie, on va mettre du PRF et qu'est-ce qu'on voit au bout de 2 traitements? On voit déjà que les vaisseaux sont à la surface et que l'infection est en voie de guérison et au bout d'1 mois, la guérison est totale. Donc vous voyez que le sentiment que l'on peut avoir au début est que ce produit nous aide à cicatriser, même si on n'a pas d'expérience ni d'évidence scientifique sur le produit. L'application sur un pied diabétique va donner le même résultat, c'est-à-dire que très vite, en moins d'1 mois, la plaie est cicatrisée. Aujourd'hui, de très nombreux dentistes, je dirais des dizaines de milliers de dentistes utilisent le PRF. Et donc, il leur arrive de traiter des patients qui ont des plaies chroniques, mais dont le médecin ou dont l'équipe ne connaît pas le PRF. Alors, ils le font eux-mêmes. Voilà un patient qui a une escarre au sacrum, qui traîne depuis très longtemps. Et ben, le dentiste décide de traiter cette escarre, car il sait manipuler le PRF, il en fait tous les jours. Et voilà comment il va guérir son patient. Un autre patient qui rencontre son dentiste, qui a des plaies chroniques au niveau des jambes, ben, le dentiste va appliquer le PRF après avoir suivi mes conseils et très rapidement, le patient va se retrouver avec des plaies complètement guéries. Il nous a fallu attendre 7 ans pour que l'aspect médico-légal soit totalement réglé. Car au début, pendant 7 années, c'est long, 7 ans. Pendant toute cette période, tout le monde est persuadé qu'on manipule du sang et que la manipulation du sang est interdite dans les cabinets dentaires. J'ai une expérience chirurgicale, anesthésique, et donc je sais très bien que la manipulation du sang est une chose, la transfusion du sang en est une autre. On manipule du sang, mais on ne transfuse pas du sang. Donc, on va se battre pour obtenir la reconnaissance du produit dans les cabinets. Et en 2007 va paraître ce guide des bonnes pratiques en odontologie dans le site du ministère de la Santé et de la Direction générale de la Santé, qui dit que parmi les produits d'origine humaine à visée thérapeutique, certains protocoles font appel au PRF et que les praticiens chirurgiens dentistes qui utilisent ces concentrés doivent seulement se conformer à des obligations déontologiques. Quelles sont ces obligations déontologiques? C'est d'abord être formé au prélèvement. C'est important car c'était une demande sur laquelle j'étais très, car c'était une requête de ma part absolument indispensable. Le prélèvement du sang doit être autorisé aux chirurgiens dentistes, l'accès à la voie veineuse. Mais le dentiste doit être aussi formé à la préparation extemporanée, à l'utilisation du PRF. D'ailleurs, cette formation est aujourd'hui exigée par les assurances. Passons au protocole. Le protocole, si on veut faire du PRF, il faut obtenir un PRF de bonne qualité, un caillot de bonne qualité. Ça veut dire qu'il est volumineux et qu'il est dense. Pour cela, il y a des conditions. Les premières sont liées au prélèvement et les deuxièmes sont liées à la température du sang, et c'est tout nouveau, et on va en parler. Premièrement, les conditions liées au prélèvement sanguin, c'est tout simplement que le prélèvement doit être rapide. Vous voyez comment
le sang remplit le tube, ça va vite, c'est-à-dire que le remplissage d'un tube prend maximum 15 secondes, et ensuite, à la fin du prélèvement, il faudra centrifuger immédiatement, je vais y revenir. Le prélèvement doit être rapide. Vous voyez, dès qu'on a branché le tube dans le collecteur, vous voyez comment se remplit le tube rapidement. C'est la condition obligatoire pour avoir un PRF de qualité. Et vous voyez, par exemple, on rebranche tout de suite le deuxième tube pour aller vite. Et on voit que le tube se remplit avec la même vitesse. Deux tubes, c'est maximum 30 secondes. Et, comme je vous l'ai dit plus tôt, on doit centrifuger immédiatement. Alors, pour accélérer le débit, parfois, on peut demander au patient de pomper avec sa main pour activer le remplissage, puisque cette action de pomper augmente la pression dans la veine. Concernant le préleveur, dès qu'on branche le tube dans le préleveur, le sang arrive, remplit le tube, mais il ne le remplit pas par hasard. Il le remplit parce que le tube est sous vide. C'est le vide qui aspire. Donc c'est le vide qui aspire le sang, et lorsqu'il n'y a plus de vide, le remplissage s'arrête. Mais on va aussi retenir qu'on n'enlève pas le garrot pendant le prélèvement, pour garder la pression et pour garder un remplissage rapide. Quand on veut brancher le tube, on utilise ce geste-là. Pourquoi ? Parce qu'avec la paume de la main, vous voyez, on pousse le tube et on maintient le tube enfoncé, parce que ce tube va perforer l'aiguille, et c'est comme ça que le tube va se remplir. Alors parfois, le tube se remplit pas. Immédiatement, les praticiens pensent que le tube n'a pas de vide, puisqu'il ne se remplit pas. Alors, je veux vous rassurer, il n'y a jamais de problème de vide. Jamais. Le seul problème, c'est l'aiguille qui est trop courte. C'est l'aiguille qui n'a pas traversé le caoutchouc. Alors, il y a certains préleveurs, de la marque BD par exemple, et ce sont ceux qui sont utilisés par les infirmières, qui font que quand le tube est poussé dans le préleveur, l'aiguille passe pas à travers et donc il n'y a pas de remplissage. Il y a un deuxième facteur qui peut être rencontré, c'est qu'en fait le tube n'est pas assez enfoncé. C'est pour ça que ce geste de tenir le tube pressé avec la paume de la main nous permet de maintenir le tube bien enfoncé. Centrifugation immédiate veut dire pas de délai entre prélèvement et centrifugation. Ça veut dire que la machine est dans la même salle que le prélèvement. Ça veut dire que là où on fait le prélèvement, on fait la centrifugation, et ça veut dire qu'en général, la centrifugeuse est dans la salle de chirurgie, tout simplement. Le prélèvement doit être rapide. Et si le prélèvement n'est pas réalisé rapidement, alors qu'est-ce qui se passe ? Le sang, à partir du moment où il quitte la veine, c'est important ça, à partir du moment où le sang quitte la veine, il commence à coaguler. C'est physiologique, c'est comme ça. Et donc, si on perd du temps, le sang coagule de plus en plus, et donc on consomme le fibrinogène. Et si on consomme du fibrinogène, à la fin, il y aura moins de fibrine. Et c'est comme ça que vous rencontrerez un caillot plus petit. C'est la principale cause d'échec à la préparation du PRF. C'est un prélèvement trop long. Vous voyez, regardez, à gauche, un prélèvement rapide, à droite, un prélèvement trop lent. On a consommé le fibrinogène, il n'y a plus assez de fibrogène pour former un caillot de fibrine. Pareil, on peut regarder, vous voyez, en fonction de la vitesse, vous n'aurez pas la même quantité de fibrine. Maintenant, on va voir, puisque justement on a cette information, du temps. Et donc, il est évident que si on veut prendre beaucoup de tubes, on va prendre beaucoup de temps. Et donc, quand on va prendre beaucoup de tubes, les premiers vont être un peu coagulés. Donc, il y a une règle qu'on va suivre toujours. Jusqu'à 6 tubes, on prend les 6 d'un coup.
Au-delà des 6, on va commencer à scinder en deux la centrifugation. C'est-à-dire que, prenons un exemple, je veux en prendre 8. Alors on va prendre 4 tubes et on va les lancer. C'est comme ça. On prend 4 tubes et on démarre la centrifugation. Vous voyez, on ferme la machine et on appuie sur Start. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On continue le prélèvement. C'est-à-dire que, là, la vidéo est accélérée, c'est normal, mais on continue de prélever, on s'arrête pas. Et lorsqu'on a fini de prélever les 4 tubes, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la machine. On arrête la machine qui, très rapidement, va s'ouvrir automatiquement. Et qu'est-ce qu'on fait? On va placer les tubes que l'on vient de prélever à nouveau, les 4 autres. Et ensuite, on referme le capot et on redémarre la centrifugation. Donc vous voyez comment on peut sauver la qualité, c'est en réduisant au maximum le temps entre le prélèvement et la centrifugation. Ce qui fait que chaque fois qu'on aura beaucoup de tubes, plus de 6, 8, on scinde le prélèvement en deux. Si c'est 8, on fait 4 plus 4. Si c'est 10, on fait 6 plus 4 ou 4 plus 6. Et si c'est 12, on fait 6 plus 6. Et là, on peut arriver à avoir de la qualité. Quand on fait du PRF, et c'est quelque chose que j'ai rencontré depuis 20 ans, on fait du PRF et on n'a jamais la même taille de caillot. Et on n'a jamais expliqué pourquoi. Alors on pensait que c'était la quantité de fibrine que le patient avait dans son sang. En fait, il y a un facteur aujourd'hui majeur et que je viens de découvrir pendant le Covid. C'est que la température du sang joue un rôle majeur dans la qualité du caillot. En effet, et c'est comme ça que nous venons de lancer le système Pompac. Ce système Pompac, c'est quoi? C'est tout simple. D'abord, j'ai compris que la température du sang, lorsqu'elle diminue, la coagulation ralentit. Mais alors, si je ralentis la coagulation, ça veut dire que pendant le prélèvement, je vais ralentir la coagulation et donc je vais économiser du fibrinogène. Et c'est comme ça que le protocole Pompac a été désigné, c'est-à-dire que premièrement, on utilise des tubes qui ont une température de 4 degrés. Pourquoi? Parce que quand on va remplir le tube, le sang va se refroidir. Mais on va utiliser aussi un porte-tube réfrigérant. Et c'est ça le Pompac. Le Pompac est un porte-tube réfrigérant. Alors, comment ça se passe? On prélève le sang dans des tubes à 4 degrés. Ça veut dire que les tubes, les préleveurs et le Pompac sont stockés au réfrigérateur, à 4 degrés. Voilà comment aujourd'hui on stocke le matériel. Le matériel est stocké dans le réfrigérateur. Ensuite, on place les tubes à la sortie du frigo, on place les tubes dans le Pompac. Pour quelle raison? Car on veut maintenir les tubes à cette température de 4 degrés. Ensuite, on va prélever le sang, donc on prend un tube du Pompac, on prélève, on le remplit et on le remet dans le Pompac. Chaque tube rempli, comme je vous disais, est replacé immédiatement dans le Pompac afin de continuer à baisser la température. Et lorsqu'on a fini le prélèvement, on place les tubes dans la machine et on démarre la centrifugation. Voilà une petite vidéo pour expliquer d'abord donc les tubes, les préleveurs, le Pompac et le Pomcol. Je vais vous parler du Pomcol aussi. Le Pomcol, c'est fait pour quoi? C'est fait pour refroidir la tubulure. Lorsque nous faisons des prélèvements de plus de 6 tubes, vous constaterez que la tubulure se bouche un peu. Donc on utilise le Pomcol quand on fait beaucoup de prélèvements. Et ensuite, vous voyez, on prend les tubes du Pompac et on les remplit. Et ensuite, on les replace dans le Pompac. Voilà le principe. Vous voyez? Et lorsqu'on a fini le prélèvement, on va aller remplir les porte-tubes de la centrifugeuse. Vous voyez, on a fait nos 6 tubes,
Et donc, je vais placer mes tubes dans la centrifugeuse. Voilà comment ça marche, et on démarre. Juste un petit détail sur le pomme-colle. Quand on prélève beaucoup de tubes, au-delà de 6 toujours, le sang coagule dans les tubes, mais aussi dans la tubulure. Et quand le sang commence à coaguler un peu dans la tubulure, le débit ralentit. Et ça, ce n'est pas bien pour la qualité des caillots. D'où l'idée d'imaginer un portefeuille réfrigérant qui va permettre de refroidir le sang pendant le prélèvement. C'est ça le pomme-colle, pomme pour le nom du petit chien qui nous a généré le nom, et colle comme collecteur. Voilà le pomme-colle. Alors les résultats. Dès qu'on a fini de remplir le sang dans le tube, la température a déjà chuté à 29 degrés. Et si vous laissez le tube pendant 15 minutes dans le pomme pack, c'est ce que l'on fait pour les tubes liquides, si on veut, vous voyez que la température continue à baisser. Et plus elle baisse, et moins le sang coagule. Ce qui permettra, lorsqu'on veut garder du liquide, de le garder peut-être 1 heure ou 1 heure et demie, parce que la température va continuer à baisser. Quel est le résultat? On peut comparer deux systèmes. Il y a le système BioPRF qui fait beaucoup de bruit, mais qui ne sert à rien, c'est la centrifugation horizontale. Vous voyez, avec le BioPRF, et voilà, ça c'est intéressant, c'est que quand on réfrigère le sang, on va augmenter d'au moins 50% le volume du caillot. Au moins 50%, voire le double. Donc ça, c'est une vraie innovation, car on a récupéré toute la fibrine disponible dans le sang. Passons à la centrifugeuse. C'est la Quattro aujourd'hui que l'on utilise, la Duo Quattro, qui a plusieurs positions de réglage, car il y a plusieurs protocoles, et quand on l'allume, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'ouvre, tout simplement. Vous voyez? Elle s'ouvre et on va pouvoir maintenant analyser ce que l'on peut faire. Il y a plusieurs programmes. Ces programmes sont modifiables. Ils sont tous pré-réglés, mais si, à l'avenir, nous décidons de modifier un programme pour une raison X ou Y, on pourra régler à nouveau le programme correspondant. Quand on veut modifier un programme, par exemple là c'est le APRF liquide, le programme numéro 5, qu'est-ce qu'on fait? On va appuyer sur le bouton Select. On va régler le temps, on va régler encore grâce au bouton Select la vitesse, et ensuite on va appuyer sur le bouton du milieu pendant 7 secondes. Tout simplement. Et quand on appuie sur 7 secondes, qu'est-ce qu'on voit? On voit le clignotant, le voyant vert qui clignote, et on voit initialisation, position 5, ça veut dire que la machine a mémorisé le programme. On peut aussi se servir d'un programme qui est le 7e programme, qui est un programme libre, c'est-à-dire manuel, vous pouvez le régler comme vous voulez. Au départ, il est livré avec un programme 4588, qui ne veut rien dire, mais aujourd'hui, si vous voulez faire un programme particulier, vous pouvez tout simplement utiliser cette position. Comment on fait? Pareil, on appuie sur Select. Et quand on appuie sur Select, on peut régler la vitesse. Vous voyez, par exemple, on va régler à 9. On va appuyer sur Select pour régler le temps. Je veux régler un temps de 7 secondes, 7 minutes. Ok, très bien. Après, j'ai juste qu'à fermer le capot et lancer la machine. Car en faisant ça, la machine va par défaut mémoriser ce programme. Tant que vous ne l'aurez pas changé, il va rester à 9.7. Vous voyez, j'arrête la machine s'ouvre, et donc si je fais tourner tous les programmes, je vois que le programme libre est à 9.7. Voilà comment on règle simplement un programme libre. Il y a aussi une information intéressante, il y a un petit trou sur le côté droit, et ce trou permet d'ouvrir, en cas de panne électrique, d'ouvrir le capot. Vous prenez la pince et vous rentrez la pince à l'intérieur et vous allez déclencher l'ouverture automatique du capot. Ça peut arriver, c'est extrêmement rare, mais
Si vous êtes en panne électrique, vous pouvez ouvrir le capot avec une pince. À l'intérieur de la machine, il y a un rotor. Et ce rotor contient 12 porte-tubes. Nous avons volontairement coloré ces porte-tubes avec de la couleur afin de mieux faire figurer les différentes positions. Car il faut équilibrer les tubes. Et pour les équilibrer, les couleurs vont vous aider à équilibrer les tubes. On peut faire par 2 ou par 3 car il y a 12 porte-tubes et donc s'il y a 12, on peut faire par 3. Vous voyez, on peut mettre 2 tubes équilibrés, on peut mettre 3 tubes équilibrés, 6, on peut mettre 9, puisqu'on est toujours dans les multiples de 3, etc. On peut faire 10, 12, mais tant que c'est par paire, on peut aller de 2 à 12. Quand on centrifuge les tubes, on peut voir apparaître des vibrations. Et ces vibrations ont 3 origines. Très simple. La première cause, c'est les tubes ne sont pas équilibrés. Alors là, vous avez vraiment des vibrations importantes. La deuxième cause, et elle est fréquente, c'est que les praticiens ne remplissent pas complètement les tubes. Et donc, les tubes n'ont pas le même volume. Et enfin, la troisième cause, qui est récente, car on a introduit les tubes verts, c'est que on n'équilibre pas les tubes rouges et les tubes verts. Vous allez comprendre. Premièrement, les tubes ne sont pas équilibrés. Vous voyez, dans ce cas, le tube en question n'est pas dans le porte-tube bleu, il est dans le porte-tube vert. Et donc, si on lance la machine, vous allez voir que elle vibre de manière extrêmement intense. Et donc, il est impossible de laisser la machine continuer. Il faut l'arrêter. Autrement, vous abîmez le moteur, l'axe du moteur. Donc, on arrête, on équilibre les tubes et on redémarre. Deuxième cause, les tubes n'ont pas le même volume. Et donc, évidemment, quand vous allez lancer la centrifugeuse, il va y avoir des vibrations, mais elles sont beaucoup plus légères. Vous voyez, quand on met un verre avec du liquide, on voit qu'il y a des vibrations, mais c'est pas énorme. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas un problème. N'arrêtez pas la machine. S'il y a des petites vibrations, vous pouvez continuer la centrifugation. Et vous avez compris qu'il faut attendre la fin du remplissage du tube pour le retirer. Et le tube cesse de se remplir lorsqu'il n'y a plus de vide. Donc, c'est facile. On attend que le tube s'arrête de remplir et puis on le débranche pour brancher le suivant. Troisième cause, c'est on met des tubes rouges et des tubes verts. C'est ce qu'on fait maintenant souvent avec les tubes verts. Et ces tubes n'ont pas le même poids. Et s'ils n'ont pas le même poids, automatiquement, ils ne vont pas avoir la même force. Et c'est pour ça que quand on utilise des tubes rouges et des tubes verts, il faut équilibrer séparément. Les verts ensemble et les rouges ensemble. Et là, vous n'aurez pas de vibration. Parfois, vous avez des vibrations, mais vous voulez faire rapidement un diagnostic. Très simple. Première chose à faire, on fait tourner la machine à vide, sans tube. Et là, vous avez tout de suite la réponse, soit c'est la machine qui est en cause, soit c'est les tubes. Si la machine ne vibre pas, alors la machine est hors de cause. Si la machine ne vibre pas, ça veut dire que c'est les tubes. Ça veut dire que c'est l'équilibrage des tubes. Le plus souvent, en ce moment, c'est le problème des tubes rouges et des tubes verts. Parfois, si vous avez un seul tube vert qui a été rempli, vous pouvez utiliser un autre tube vert que vous avez utilisé auparavant, que vous allez nettoyer, remplir avec de l'eau, qui va vous servir à équilibrer les tubes verts ensemble et les tubes rouges ensemble. À la fin de la centrifugation, la machine s'ouvre. Et qu'est-ce qu'on fait? On retire les tubes. On enlève en même temps les bouchons, car il faut les enlever. Et on place les tubes dans le porte-tube. Les gens me demandent souvent pourquoi on enlève les bouchons. J'ai dit parce qu'il faut les enlever. Alors autant les enlever pendant que j'enlève les tubes. Vous voyez? J'enlève le tube, j'enlève le bouchon et je mets le tube dans son porte-tube. Le tube peut rester ouvert quelques minutes, il n'y a aucun problème. Et vous allez voir, parce que de toute façon, on ne va pas laisser ouvert longtemps. Quand on a fait ceci, on doit retirer les caillots sans attendre. Il ne faut pas trop attendre pour retirer le caillot du tube. Ça, c'est important. Le caillot de fibrine n'a pas vocation à être conservé dans le tube. Pourquoi il ne faut pas attendre pour retirer le caillot? Quand on le retire au bout de quelques minutes, on a un caillot magnifique.
Mais si on attend une demi-heure, on constate que le caillou a perdu de son volume. Et si on attend encore plus, il va encore perdre plus. Donc vous avez compris que il n'est pas question de laisser le caillou dans le tube. Vous avez maximum 15 minutes pour retirer les cailloux des tubes. Le plasma, lorsqu'il a été centrifugé, il a cette couleur un petit peu jaune orangé. Le caillou a la même couleur puisque il est imbibé de plasma. Et parfois, vous allez voir que le caillou, il est blanc, ou que le liquide est blanc. Évidemment, cela inquiète le praticien, car ce n'est pas la couleur habituelle qu'il rencontre. Quel est le problème? En fait, si le patient se rend à votre cabinet après avoir pris un repas riche, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que son plasma prend un aspect laiteux. C'est ce que l'on appelle l'aspect laiteux postprandial. L'aspect laiteux vient des chylomicrons. C'est l'hypoprotéine qui se forme pendant la digestion et qui va donner au plasma sa couleur blanchâtre. On dit que le plasma a un aspect laiteux. Mais, rassurez-vous, le PRF est très peu modifié par cette présence de chylomicrons. Parfois, le patient est traité avec anticoagulant. Et la formation du caillot peut être retardée. Vous allez voir un gel et non pas un caillot. Au début, il y a bien longtemps, je préconisais de centrifuger encore quelques minutes. Aujourd'hui, je dis, on ne centrifuge pas plus. On attend tout simplement que le caillot se forme, car la vocation du sang est de coaguler et le caillot va se former en quelques minutes. Donc, n'ayez crainte, attendez. Passons un peu à l'utilisation clinique pour voir un petit peu comment on peut s'en servir. Quelle est la destination du caillot? Le caillot, lui, il est destiné à aller dans la PRF box. Et dans cette PRF box, on va fabriquer deux produits, soit une membrane, soit un plug. Voilà comment cela se passe. Cette PRF box, je l'ai dessinée en 2005, donc il a fallu attendre pour comprendre, et vous allez voir qu'elle a plusieurs fonctions parce que j'ai compris qu'il fallait régler certains petits problèmes techniques. Premièrement, on fabrique des membranes. On écrase avec le plateau, et donc cette membrane peut servir à couvrir un site. Cette membrane peut être découpée en petits fragments avec des ciseaux, en petits fragments. Et cette membrane peut être perforée. Voyons d'abord la couverture. La couverture du site, on couvre avec autant de membranes qu'on a. C'est le principe, c'est de tout recouvrir avec du PRF. Et donc, on en prélève autant que nécessaire. La deuxième action que l'on peut faire, c'est de perforer cette membrane sur une compresse. Vous voyez, on prend un bistouri, on va aller traverser la membrane sur la compresse, c'est impératif, pour avoir justement cette membrane perforée. Vous voyez, c'est le bistouri, c'est la lame de bistouri qui va créer cette fente. Mais aujourd'hui, la PRF box a une fente spécifique qui permet de perforer la membrane sans avoir besoin d'aller se mettre sur une compresse, parce que la compresse, elle aspire, elle dessèche la membrane. Donc, on met la membrane sur la fente et avec la lame, on va perforer cette membrane pour faire autant de fentes que l'on veut. Voilà comment on se sert de la membrane perforée, pour la mettre autour d'un pilier de cicatrisation ou autour d'un pilier d'empreinte. Pourquoi on utilise ce protocole? Parce qu'on sait que lorsqu'on fait une mise en charge, la zone crestale n'est pas fermée hermétiquement. Et utiliser cette membrane punchée pour aller créer une hermétisation de la zone de suture, c'est ce qui nous pousse à utiliser maintenant de manière quasi systématique ce protocole. Ça nous sert à fermer de manière mieux hermétique le site quand on ne peut pas fermer complètement la gencive.
Voyez comment on installe la membrane à travers les piliers d'empreinte. On peut aussi voir que c'est une manipulation très aisée. Là, on n'a fait que 2 incisions, parce qu'on va utiliser 3 membranes pour couvrir les 6 piliers. Donc, vous voyez comment la membrane est un peu élastique, elle va servir à être bien maintenue à travers les piliers. Et vous voyez, on a mis 3 membranes pour protéger toute la zone crestale. Mais on va y revenir sur ce thème. Quand on fait du PRF, on l'utilise beaucoup car c'est une matrice tissulaire. Et donc le principe que je vais répéter de nombreuses fois, c'est d'en mettre autant que possible. Car plus vous mettez de matrice, et plus vous aurez de tissu. Vous voyez ? Là, c'est au cours d'une chirurgie. Vous voyez, on met une première membrane sur le pilier de cicatrisation, mais finalement, on en a encore d'autres. Eh bien, on va en mettre une deuxième. Voilà comment on protège les vis de cicatrisation et comment on organise la repousse des tissus mous autour du pilier de cicatrisation. On va avoir quelques exemples très prochainement. On peut utiliser la membrane pour en faire un poncho. Pourquoi ? Parce que quand on va mettre la vis de cicatrisation, on va s'en servir pour combler le gap des tissus mous. On peut utiliser un plug aussi en poncho, c'est pareil. Deuxième utilisation de cette membrane, on va la couper en petits morceaux. On met 1-2 membranes, autant que vous voulez, dans une cupule et de manière horizontale, on va couper ces membranes. Pourquoi horizontale ? Parce que c'est là où ça va le plus vite. En se mettant en vertical, ça va pas bien. Donc, on coupe ces membranes en petits morceaux pour les mélanger aux biomatériaux. Je vous ai dit qu'on met la fibrine à l'intérieur pour accélérer la vascularisation. Et on hydrate avec l'exsudat qui est au fond de la box, puisque le caillou, quand on l'écrase, il y a un liquide qui s'écoule et qui va se mettre au fond de la boîte. Et lorsqu'on a fait ce mélange, on constate que ce mélange est un petit peu visqueux, un peu collant. Voilà comment on utilisait les biomatériaux depuis le début. C'est cette technique que l'on utilisait. On peut aussi utiliser ces caillots pour les transformer en petits cylindres. Et c'est pour ça que dans la box, j'ai dessiné ces cylindres blancs et ce piston métallique qui va servir à quoi ? Qui va tout simplement servir à comprimer les caillots. Vous voyez, on prend un caillot et on l'introduit dans le cylindre. On prend notre caillot, on peut faire 3 cylindres à la fois. Vous voyez, on met le caillot dans le cylindre et on va prendre le piston pour comprimer ce caillot et réduire son volume. L'objectif, c'est de réduire le volume du caillot, car vous avez compris, l'indication, c'est l'alvéole. Vous voyez, on comprime ces caillots et on va pouvoir les manager de manière plus simple dans l'alvéole. Vous voyez, les caillots et les plugs contiennent autant de fibrine chacun, sauf que le volume est plus facile à gérer. Vous voyez, on prend un caillot, on va aller le mettre dans l'alvéole, on fabrique plusieurs caillots parce qu'on a peut-être plusieurs alvéoles à combler. Je vous ai dit qu'au fond de la boîte, quand on écrase le caillot, il y a du liquide qui s'échappe, et ce liquide, c'est l'exsudat. Cet exsudat, il va nous servir à hydrater les biomatériaux, mais aujourd'hui, c'est un élément clé majeur de la fabrication du sticky bone. Je ne pourrais pas continuer sans parler des protocoles apparus depuis 2013. En effet, des protocoles similaires sont apparus, à savoir le LPRF et le CGF. Que sont ces protocoles et que représentent-ils par rapport au PRF ? Premièrement, le LPRF, c'est tout simplement le PRF publié en 2001, avec la même machine, avec un nom différent. Et donc, on va dire que le LPRF n'est que le PRF. Sauf qu'il est fabriqué par une compagnie
différentes, mais en tous les cas, il n'y a pas de différence. En tous les cas, il n'y a pas de différence aujourd'hui entre le PRF du début et le LPRF. En 2008, bien avant l'apparition du LPRF, nous avons commencé à publier des papiers sur le LPRF. 2008, 5 ans avant. Pourquoi on a mis L? Parce qu'il y a des leucocytes dans le PRF. Et on s'est dit, c'est peut-être intéressant de rajouter le L. Ce L a été utilisé par une société pour l'appeler le LPRF. Mais aujourd'hui, vous avez compris que le PRF et le LPRF, c'est exactement la même chose. C'est quoi le CGF? Le CGF, c'est une simple copie du protocole PRF avec un nom différent. Quand quelque chose marche, il est copié. Le principe est identique, aucun anticoagulant. La force G est la même. La seule chose qui change, c'est la centrifugation qui dure 14 minutes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le CGF, ce n'est que du PRF. Rien de plus et rien de moins. Le PRF a 20 ans aujourd'hui. Et il est évident qu'on doit faire évoluer les protocoles, on doit améliorer le produit au fur et à mesure de nos connaissances. Il est intéressant de se rapprocher de la répartition des cellules. Car dans le caillot, il y a la fibrine, mais il y a des cellules. Je vous ai dit qu'il y avait des plaquettes, il y a des leucocytes, et il y a sûrement d'autres cellules, et donc intéressons-nous à cette répartition. Quand on fait une centrifugation, qu'est-ce qu'on fait? On applique une force centrifuge puissante qui va faire que les cellules vont être poussées vers le fond du tube. 700 G, par exemple, c'est une force extrêmement violente. Donc, ça pousse très fort vers le bas. Et donc, l'idée a été d'aller faire une analyse histologique précise du caillot et d'analyser ces résultats. La surprise a été que les cellules présentes dans le PRF n'existent que dans la dernière extrémité du caillot, le dernier millimètre. C'est-à-dire que toutes les cellules sont concentrées à la fin. Mais pourquoi elles sont concentrées à la fin? Parce que la majorité est partie à l'extérieur. Et pour moi, à ce moment-là, la conclusion est vraiment rapide, facile, aisée. Notre vitesse est excessive. Si on perd des cellules, c'est parce qu'on tourne trop vite. Et c'est comme ça que j'ai imaginé un nouveau concept dans la centrifugation qui est le low speed, la centrifugation à basse vitesse. Nous allons certes le publier un peu plus tard, mais cette réduction de la vitesse va vraiment nous aider à comprendre beaucoup de choses. En effet, réduire la vitesse, c'est tout simplement conserver plus de cellules. Facile à imaginer, facile à comprendre, mais cette réduction ne va pas s'arrêter. On va commencer à réduire et puis on va aller beaucoup plus loin dans la réduction. C'est-à-dire qu'on va développer d'autres produits en réduisant encore plus la vitesse. Et vous voyez qu'on est allé à 200 G puis on s'est arrêté à 60 G. Quel est l'intérêt de la vitesse réduite? Réduire la vitesse, c'est enrichir le PRF en cellules blanches et plaquettes. Mais également, mon objectif, c'est est-ce qu'on peut à ce moment-là récupérer des cellules souches? Car il y a beaucoup de cellules souches dans le sang. Énormément de cellules souches. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas les récupérer. Et je pense que c'est à cause de la vitesse élevée. Car elles sont au fond du tube. Alors, premièrement, l'intérêt, il n'est pas juste théorique, il est scientifique. Si les cellules blanches produisent beaucoup de facteurs angiogéniques, alors j'ai intérêt à augmenter leur nombre afin d'améliorer l'angiogénèse. J'ai besoin des cellules blanches car j'ai besoin que ces cellules aillent aider les ostéoblastes à améliorer la vascularisation osseuse. Quand on utilise les cellules souches, il faut comprendre que les cellules souches ne marchent bien que quand elles sont accompagnées par les cellules blanches. C'est une notion d'équipe. Les cellules souches ne travaillent pas toutes seules. Il faut qu'elles aient avec elles toutes les cellules autour pour qu'elles fassent leur travail.
Et les cellules blanches et inflammatoires jouent un rôle majeur dans cette activité. Évidemment, ce qui est théorique se retrouve en pratique. Si on réduit la vitesse, alors on réduit l'impact de la force centrifuge sur les cellules et on augmente la quantité des cellules. Plus on réduit la vitesse et plus on augmente les cellules. Mais il est évident que si on augmente les cellules, on augmente les facteurs de croissance. Et ceci va donner naissance à beaucoup de protocoles. Aujourd'hui, le PRF, c'est une famille de protocoles. C'est pas des produits, c'est des protocoles. Alors, les gens comprennent pas toujours pourquoi il y a autant de noms, mais tout simplement parce que maintenant, on commence à choisir le PRF en fonction de l'indication. En fonction de ce que l'on veut faire, on va fabriquer un PRF particulier. Et ça, c'est grâce au Low Speed Centrifugation Concept que j'ai réussi à introduire tous ces protocoles. Quels sont les tubes aujourd'hui disponibles? Premièrement, il y a les tubes APRF qui vont permettre de fabriquer un caillot. Ces tubes permettent d'obtenir un caillot à la fin du cycle. Il y a les tubes SPRF. Ces tubes, c'est le même principe que dans tous les PRF, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien. Mais à la fin de la centrifugation, il n'y a pas de caillot, il y a un liquide. Et on va avoir deux types de liquides, le SPRF et le IPRF. Et enfin, on a le tube de IPRF+, qui est un tube plus grand, de 13 ml, qui lui est destiné à l'activité médicale. Le protocole APRF, il est de 1300 tours et 14 minutes. Aujourd'hui, c'est le protocole définitif sur lequel on s'est arrêté. Il est destiné à faire fabriquer des cailloux. Et évidemment, des membranes, des plugs, tout ce qu'on veut derrière. On a un protocole sur la machine qui est le APRF liquide qui permet de faire des petits greffons collés, par exemple des greffons de cartilage, notamment dans la rhinoplastie. Aujourd'hui, le PRF a un énorme succès en chirurgie plastique. Il y a trois types de protocoles liquides. Il y a le SPRF, il y a le IPRF et il y a le IPRF+. Commençons par le S. Je vous ai dit, on peut l'obtenir avec les tubes verts. À la fin de la centrifugation, vous avez un liquide. Ce liquide, il va nous servir à aborder deux types de protocoles. Premièrement, c'est avec ça qu'on va fabriquer le sticky bone. C'est une avancée majeure. Et vous allez comprendre à la fin du cours que quand on a commencé à travailler ce sticky bone, aujourd'hui, on est en train de développer des applications nouvelles et des explications nouvelles sur la synthèse osseuse. Mais on peut également utiliser ce liquide pour l'injecter, puisqu'il est liquide. Et comment on l'injecte? On l'injecte dans les lambeaux. Par exemple, dans ce cas-là, on l'injecte en préopératoire. Je vais y revenir et je vous expliquerai l'intérêt de faire ces injections en préopératoire pour charger non pas l'espace entre l'os et le périoste, mais pour charger le lambeau lui-même en cellules et en facteurs de croissance. Ce sticky bone, c'est une vraie innovation. C'est une vraie révolution dans la manipulation des greffes osseuses. Jusqu'à présent, on manipulait des grains. Aujourd'hui, on manipule des grains qui sont collés. Et donc, ils sont immobiles. Deuxièmement, à partir du moment où on a fabriqué un greffon compact, un greffon, je dirais, en une seule pièce, on va pouvoir le compacter. Et vous allez comprendre au fur et à mesure que cette compaction est quelque chose de majeur dans la qualité de la reconstruction osseuse. Et enfin, il faut comprendre que maintenant qu'on imprègne les grains dans le liquide, quand il va coaguler, tous les grains, sans exception, vont être entourés de fibrine. Tous les espaces entre les grains sont comblés par la fibrine. Et donc, on va changer le concept de la greffe osseuse. Je fréquente des dentistes depuis plus de 20 ans. Et tous les dentistes disent il faut laisser de l'espace aux vaisseaux pour que les vaisseaux se développent. Oui, sûrement, mais quelle est la taille d'un micro-vaisseau au départ? La taille d'un micro-vaisseau, c'est 5 microns. Ça veut dire que l'espace que nous avons entre les granules,
aujourd'hui est trop grand. Et c'est sur les conseils des ingénieurs de l'école des mines de Paris que nous avons commencé à compacter ce biomatériau. Il est collé, c'est le rôle de la fibrine. La fibrine, c'est de la colle. La fibrine va coller les grains ensemble. Mais en même temps, les espaces vont être comblés par la fibrine. Et en même temps, on va réduire l'espace entre les grains. Et aujourd'hui, on manipule un greffon en une seule pièce. Cela simplifie la manipulation, cela simplifie beaucoup de choses. Et voilà comment on applique une greffe d'apposition sur un maxillaire en quelques secondes. C'est un exemple, on va y revenir. Comment on fabrique ce sticky bone? Sticky bone, il faut des tubes verts, il faut du liquide et il faut des tubes rouges. Donc on prélève des rouges et des verts. Ensuite, le liquide est retiré avec une seringue de 2 ml, 2 cc. Vous voyez, on retire le liquide avec une seringue, ou bien on le retire avec une aiguille. On peut le retirer aussi avec une aiguille, c'est à votre convenance. Et ensuite, ce liquide va être déversé sur le biomatériau. On en met une bonne quantité sur ce liquide, mais ce liquide a besoin de coaguler. Si on ne fait rien, il va mettre 30-45 minutes à coaguler. Par contre, on a un activateur extrêmement rapide, c'est l'exsudat. On va aller chercher dans la box cet exsudat pour le rajouter au liquide SPRF. Et là, en 1 minute, le liquide a gélifié. Voilà l'intérêt de l'exsudat, c'est qu'aujourd'hui, pour faire du sticky bone, il faut de l'exsudat. Et on va prendre ce gel avec ce biomatériau et on va aller le compacter. Étape indispensable, étape obligatoire. Et vous voyez, on compacte avec la spatule à fond. Et ensuite, on va le replier pour le recompacter encore. On compacte à fond encore et encore, afin de réduire l'espace entre les grains. Vous voyez comment le greffon devient rigide. C'est grâce à la compaction et à l'action de la fibrine qui a collé. Bien. Combien de tubes rouges, combien de tubes verts? Minimum 2, puisque de toute façon il faut les équilibrer. Minimum 2 tubes verts et 2 tubes rouges. Après, si vous voulez plus, vous en faites plus. Si vous voulez plus de membrane, vous prenez plus de tubes rouges. Mais toujours est-il qu'il faut comprendre quelque chose, que la quantité de liquide va influer sur la dureté, la densité du sticky bone. Plus vous allez mettre de liquide, et plus il sera dense. Donc, si vous voulez quelque chose de très dense, augmentez le nombre de tubes verts, tout simplement. Vous voyez, regardez comment on peut arriver à un sticky bone extrêmement dense. Vous voyez, impossible de le plier. Ça, on a mis entre 3 et 4 tubes de SPRF pour obtenir ce résultat. Ce sticky bone, il y a 2 options. On peut le préparer au début de l'intervention, c'est-à-dire on fait son prélèvement, on prend les tubes rouges, on prend les tubes verts et on fabrique tout de suite à la fin de la centrifugation. Mais parfois, on peut avoir envie de ne coaguler les grains que sur le site. En effet, il y a un protocole qui est l'ancien protocole, qui était de mélanger le biomatériau avec des grains de PRF, de les appliquer et ensuite de les coller. C'est possible. Sauf que, dans ce cas, vous comprendrez qu'on ne peut pas garder le liquide pendant 1h30 et qu'il faut un deuxième prélèvement au bout d'un certain temps. Lorsqu'on veut coller le biomatériau, il faut un deuxième prélèvement. Aujourd'hui, on a réglé le problème. On peut attendre. On peut attendre car avec le pump pack, on va pouvoir conserver le liquide un certain temps, facilement 1h, 1h30, 2 heures. Donc aujourd'hui, on peut prélever le S et le garder pour l'utiliser à la fin pour l'injecter sur la greffe. Je vais vous montrer comment ça marche. On peut conserver le liquide longtemps. Vous voyez, la première technique, celle qu'on a utilisée depuis très longtemps, c'est couper le PRF en morceaux et le mélanger avec le biomatériau.
voyez, on mélange avec le biomatériau, et ensuite, on rajoute éventuellement un peu d'exsudant. Aujourd'hui, pour imager ce que je fais, regardez, si on met du liquide sur ce biomatériau, vous voyez, on peut obtenir un greffon solide qui ne bouge pas. Vous voyez, si je prends le P, vous voyez, le biomatériau est solide, il a collé. Voilà ce qu'on peut faire dans la bouche. Voyons maintenant dans la bouche. Vous voyez, c'est un site que l'on veut d'abord combler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ce biomatériau mélangé au PRF, d'abord dans les alvéoles, et ensuite on va injecter le SPRF pour coller le biomatériau. La compaction se fait au niveau du site et non pas sur le plateau. Ce sont deux options différentes. Vous voyez, c'est tout collé et c'est tout dur. Vous avez les deux options. Mais maintenant, grâce au pump pack, on va pouvoir conserver du liquide pour la fin. On peut conserver du liquide aussi, même si on a fait un sticky bone au début, c'est pour rajouter du liquide sur le sticky bone quand il a été appliqué. Et ensuite recouvrir avec du PRF éventuellement. Quand on fait cette technique d'injecter du liquide à la fin de la chirurgie, il est évident que la compaction est fondamentale. Il faut compacter, beaucoup, très fort. Quand on réinjecte à la fin, vous voyez, là, ça a été fait en 2 temps, c'est-à-dire que mélange avec du PRF en morceaux et ensuite injection de SPRF. Mais vous voyez que il faut absolument compacter très fort le biomatériau, car cette compaction va avoir une incidence sur la compétition entre les tissus mous et les tissus durs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bien. Compacter, compacter, compacter. On peut faire aussi une grande membrane. Qu'est-ce qu'on fait? On met ce liquide dans un bac, et dans ce bac, ou dans une cupule, tout dépend ce que vous voulez dessiner comme forme. Mais vous avez compris le concept, c'est que on met du liquide venant du SPRF et on rajoute de l'exsudant. Et si on fait ça, au bout d'une minute, voire 2 maximum, ne pas oublier de mélanger un petit peu, ça va encore plus vite. On a un gel, une gélification complète, et qu'est-ce qu'on a? On a une membrane, on a un immense caillot plat que l'on va pouvoir éventuellement utiliser de manière séparée. Vous voyez? Voilà une grande membrane que l'on va manipuler de manière très simple. Et vous allez voir, on a beaucoup d'indications pour cette membrane de grande taille. Alors on en a préparé aussi une ronde, c'est juste pour vous montrer qu'on peut dessiner à l'avance la forme que l'on veut. Voilà. On peut, dans cette membrane, mettre à nouveau le sticky bone pour en faire une enveloppe complètement étanche. Vous voyez? Nous sommes en train de tester cette technique lorsqu'on veut laisser une greffe osseuse un petit peu exposée. Effectivement, il faut protéger le greffon de l'envahissement des bactéries. Et vous voyez, cette membrane, quand on l'a couverte avec de la fibrine, cette membrane, ce sticky bone, regardez, on a une pièce vraiment solide et extrêmement résistante. On peut utiliser un protocole similaire pour des grandes greffes. Je vous montre cela juste pour comprendre que le protocole est le même et que même si vous augmentez la quantité de biomatériaux, il faut juste augmenter la quantité de liquide. Vous voyez, on commence toujours par l'application des caillots sur la compresse pour enlever les globules rouges. Les globules rouges n'ont rien à faire dans la plaie, ils servent uniquement à transporter l'oxygène, donc on s'en débarrasse. On en garde un peu, c'est pas grave. On fait nos membranes et on va
maintenant utiliser, vous voyez, on a pris 8 tubes de S pour hydrater ce biomatériau, mais également pour faire une grande membrane. Car on a besoin de préparer pour une indication très particulière en chirurgie orthopédique du rachis. Vous voyez là, et on va de l'autre côté faire 4 tubes pour faire une grande membrane. Voilà. On va aller chercher l'exsudat pour hydrater les deux liquides, parce que l'exsudat nous aide à coaguler vite. Maintenant, si vous avez 1 heure devant vous, vous pouvez vous passer d'exsudat. Mais même si vous avez 1 heure, je vous dirais, mettez quand même de l'exsudat. Vous voyez, on met de l'exsudat, un peu d'exsudat. C'est tout simplement pour activer la coagulation du SPRF. Vous voyez, en 1 à 2 minutes, vous avez un sticky bone et une grande membrane. Alors, on va commencer d'abord par traiter le sticky bone. Vous avez compris, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, je le répète encore, la première action, c'est la compaction. Il faut compacter les grains afin qu'ils soient plus proches les uns des autres et qu'ils soient bien collés les uns aux autres. Donc, c'est compaction. Et pour cela, on commence par la grande plaque, ensuite, on plie pour continuer à compacter, on fait plusieurs épaisseurs, vous voyez, et on continue à écraser ce matériau. Maintenant, il est temps d'aller traiter la grande membrane. Vous voyez, ce sticky bone de 10 cc qui est énorme et qui est maintenant une seule pièce. Mais on peut faire mieux. C'est-à-dire qu'on va, comme je vous l'ai montré pour la chirurgie orale, on peut le faire aussi en orthopédie, c'est-à-dire qu'on va fabriquer une pièce entière de biomatériaux extrêmement rigide. Et donc là encore, compaction pour que la fibrine adhère au biomatériau. Vous voyez, regardez, on a une pièce vraiment très intéressante. Et si je veux tirer sur la pièce, eh bien regardez, c'est une pièce unique et vous pouvez tirer dessus même très fort, ça ne se déchire pas. On peut la couper en morceaux parce que là c'est fait pour faire une ostéosynthèse intervertébrale. Donc on visse ces morceaux de sticky bone entre les vertèbres pour faire des ponts osseux entre les vertèbres. La grande membrane, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est comme ça, et on peut utiliser cette grande membrane aussi dans les plaies. C'est ce que j'utilise aujourd'hui dans plusieurs indications. C'est-à-dire, premièrement, si on fait une chirurgie, on peut recouvrir tout le site avec une seule membrane. C'est encore plus étanche. Vous voyez ? Et ensuite, on peut aussi, c'est ce que je fais aussi pour les patients qui ont des grandes plaies, des immenses plaies chroniques, on va préparer des grands caillots. Et ces grands caillots vont nous aider à recouvrir la plaie en une seule fois. Alors qu'avant, on était obligé de mettre de très nombreuses membranes pour essayer de couvrir. Là, on couvre tout en une seule fois. Voilà à quoi nous sert ce concept de SPRF dans les grandes applications. Et ensuite, on recouvre avec du plastique. En l'occurrence, là, c'est l'enveloppe du préleveur. On met des compresses autour et on fait un pansement. Voilà comment on traite les plaies chroniques. C'est ce que j'ai fait il y a plus de 20 ans et c'est ce que je fais toujours aujourd'hui. Je n'ai pas changé un iota du protocole car il marche vraiment à merveille. Il y a une deuxième forme de PRF liquide, c'est le I-PRF. On enlève le capuchon et on va aspirer avec une seringue et une aiguille le liquide, le surnageant. C'est comme ça qu'on récupère le SPRF dans le tube. Il est orangé parce qu'il y a encore quelques globules rouges à l'intérieur. Vous avez compris que quand on a réduit la vitesse, pas seulement à 1300 mais à 700, on a un taux de cellules plus élevé. Mais là, la surprise est de trouver des quantités très importantes de cellules souches mésenchymateuses. C'est-à-dire une quantité très importante et du coup, on a essayé de développer des protocoles spécifiques.
vous verrez sur la machine, il y a le protocole IPRF et le protocole IPRF-M. Pourquoi deux protocoles à très basse vitesse? Alors il faut savoir que les hommes et les femmes n'ont pas le même sang. Les hommes ont un sang beaucoup plus lourd, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de globules rouges. Une femme a environ 5 à 10% en moins de globules rouges. C'est-à-dire que les femmes ont un sang plus léger, et c'est pour ça qu'elles font d'ailleurs beaucoup moins d'attaques vasculaires, notamment cérébrales, parce qu'il faut moins de cailloux. Mais à partir du moment où les femmes ont un sang différent des hommes, donc on va appliquer un protocole différent. Les femmes, on leur applique une centrifugation de 3 minutes, et les hommes, on leur applique une centrifugation de 4 minutes. Voilà pourquoi on a deux protocoles, M comme genre masculin. 3 minutes pour les femmes et 4 minutes pour les hommes. Il est évident que plus on réduit la vitesse et plus on augmente les cellules. C'est un concept physique. Les plaquettes, évidemment, sont plus importantes dans le protocole à 600 tours qu'à 2700 tours. Mais le protocole intermédiaire est suffisant. Le VEGF, c'est pareil. Quand on réduit la vitesse, on va augmenter le nombre de cellules et donc la quantité de facteurs de croissance sécrétés. Troisième protocole injectable, c'est le IPRF+. Ce tube et ce protocole est réservé à l'usage médical, principalement orthopédique et esthétique. Et aujourd'hui, que nous apporte le pump pack? Vous voyez que quand on utilise simplement la technique pump pack, on augmente la quantité de liquide. Simplement. Et oui, parce que là encore, il y a toujours un peu de fibrine qui coagule, même si elle coagule tardivement, il y a un effet de contraction des cellules par le froid. Et donc, quand on va traiter les tubes pour le liquide dans le pump pack, on va avoir plus de liquide. Et si vous voulez avoir encore plus de liquide, je vous conseillerais, notamment pour les tubes, quand on veut faire de l'injectable, pas du SPRF, mais du IPRF, gardez les tubes pendant 2 minutes dans le pump pack avant de les centrifuger. Et là, vous aurez encore plus de liquide. Il y a une question. Est-ce qu'on peut penser que plus on va augmenter les facteurs de croissance et plus on va obtenir de stimulation? C'était ce que l'on a cru. C'était ce que l'on pensait. Mais évidemment, la nature a toujours fixé ses limites. Le premier protocole PRF était de 12 minutes, le deuxième était de 14 minutes et le troisième était de 8 minutes. On avait pensé que réduire encore plus le temps nous permettrait de gagner plus de cellules. Effectivement. En réduisant le temps, on a augmenté le taux des facteurs de croissance et des cytokines. Mais le prix à payer, c'est que d'un autre côté, on a moins de fibrine. On a moins de fibrine parce qu'on n'a pas centrifugé assez suffisamment. Et donc, si on a moins de fibrine, ça veut dire que le produit est peut-être un peu moins efficace. Avec le protocole à 8 minutes, effectivement, on a plus de facteurs de croissance, mais on a moins de fibrine. Donc aujourd'hui, vous avez compris que j'ai été obligé de revenir en arrière. Pourquoi? Parce que la nature fait toujours en sorte qu'il y a un équilibre. Et pour moi, aujourd'hui, l'équilibre, c'est suffisamment de fibrine, car c'est important, et suffisamment de facteurs de croissance. C'est pas la peine de penser, il est illogique de penser que plus on va augmenter les facteurs de croissance et plus la stimulation va être puissante. On peut pas augmenter ça à l'infini. Et voilà pourquoi j'ai abandonné ce protocole 1308 minutes et je suis retourné au protocole de 14 minutes, qui était le premier protocole que j'avais mis au point en 2013. On parle ces temps-ci de centrifugation horizontale. Est-ce qu'il y a un intérêt? Je vous dirai aucun. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la centrifugation horizontale est seulement indiquée pour la séparation moléculaire à très haute vitesse. Nous, on tourne à basse vitesse. On n'a pas besoin de tourner
d'avoir de centrifugation horizontale, et en plus, on ne cherche pas à produire des molécules. Ensuite, nous, ce qu'on a besoin, c'est de séparer la fibrine des globules rouges. Et ensuite, dans la machine PRF, on peut utiliser jusqu'à 12 tubes. Dans les centrifugeuses horizontales, on s'arrête à 6. Donc, si vous voulez 12 tubes, il faut acheter 2 machines. Mais toujours est-il, ça n'apporte rien. Aujourd'hui, la vraie innovation, l'innovation majeure qui permet de vraiment d'obtenir de la qualité et de la quantité avec le même équilibre, c'est le pump pack et le pump call. Parce que là, on va augmenter vraiment la quantité de fibrine. Donc, ne vous laissez pas piéger par l'attraction d'une centrifugeuse horizontale où on vous dit qu'il y a plus de facteurs. Il y a peut-être plus de facteurs, mais ça n'apporte rien en clinique.